À 3 heures du matin, dans le palais détrempé par l'orage, un simple déclic remplaça le tonnerre. Dans le couloir que l'on disait le plus sûr d'Afrique, un frère d'armes avançait déjà, arme étouffée au poing, convaincu que Ibrahim Traoré dormait sur sa couche de soldat. Si la lame la plus mortelle est celle qui se cache dans la main que l'on serre chaque jour, que deviennent ceux qui croient encore que la loyauté protège vraiment? Ce qui semble n'être qu'une nuit de pluie devient alors le premier geste d'un siège contre un homme et contre un pays. Cette histoire ne cherche pas seulement à relater une nuit de tension extrême, elle propose de comprendre avec précision comment un dispositif de sécurité présenté comme inviolable peut vaciller en silence. L'intérêt pour vous est direct, saisir les mécanismes réels qui transforment une faille interne en crise d'État, en révélant comment les chaînes de commandement, les réflexes et les illusions de protection se recomposent sous la pression. Chaque geste, chaque souffle retenu, chaque hésitation dans le couloir devient alors une pièce d'un calcul froid où la survie n'est jamais garantie. Et en suivant ce fil, vous découvrirez comment une opération apparemment simple, un tir étouffé dans une chambre obscure, peut ouvrir une brèche capable d'ébranler une capitale entière. Une seule interrogation demeure insistante, presque sourde. Si la menace a traversé le cercle le plus intime du pouvoir, quelles garanties peuvent encore tenir lorsque la confiance elle-même se retourne contre ceux qui la portent? La révélation frappe dès l'ouverture. La silhouette allongée sur le lit n'était qu'un leurre, un montage méticuleux destiné à tromper l'œil le plus entraîné. Et un détail crucial suit immédiatement, le système de caméra avait été déconnecté depuis exactement 10 minutes, signal discret que quelqu'un préparait un scénario bien plus profond qu'un simple tir nocturne. Dans cette pénombre rythmée par la foudre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef d'État exténué, mais comme un stratège qui avait anticipé la brèche avant même qu'elle ne s'ouvre. Assis dans l'ombre, arme prête, il inverse en une seconde la logique de l'intrusion. Celui qui croyait frapper devient la proie. Celui que l'on pensait endormi devient la conscience lucide d'un pouvoir menacé. La pièce cesse d'être un lieu de repos, elle devient un théâtre où chaque souffle compte comme un élément d'équation. Le contexte élargi révèle une faille bien plus grave. Le palais, considéré comme l'espace le plus sécurisé d'Afrique de l'Ouest, reposait en réalité sur une architecture humaine fondée sur la fraternité d'anciens combattants. Or, ce type de structure, solide dans l'épreuve, devient vulnérable lorsque la confiance se fissure. Une trahison venue de l'intérieur ne peut être absorbée par aucun protocole, car elle contourne toutes les barrières formelles. Lorsque Caleb avoue que les assaillants connaissent bien les horaires de relève, le paradigme change. Il ne s'agit plus d'une opération solitaire, mais d'un réseau infiltré, financé de loin, mais greffé au cœur même du dispositif national. L'ennemi n'observe pas de l'extérieur, il respire au même rythme que les murs du palais, maîtrisant ses angles morts et les automatismes d'hommes éreintés par 30 heures de tension. Dès lors, une question stratégique se dessine. Si l'attaque a pu franchir la première peau de sécurité, combien de temps les strates suivantes pourront-elles résister sans s'effondrer à leur tour? Dans cette nuit saturée de tension, une figure émerge comme point d'ancrage. Caleb, le soldat censé représenter la continuité de la loyauté militaire, devient le miroir déformé d'un système qui croyait encore tenir debout. Sa présence dans le couloir, précédée d'années de fraternité forgée dans la boue et le feu, illustre la première onde de choc. Lorsque le rempart humain se fissure, tout l'édifice vacille. Le premier impact visible n'est pas le bruit d'un tir, mais la manière dont un homme, jadis fiable, agit avec la froideur d'un professionnel déjà détaché de sa propre histoire. Ce glissement du frère d'armes au vecteur d'infiltration révèle une dimension souvent sous-estimée. Le pouvoir ne se brise pas d'un coup, il s'effrite là où la confiance s'était installée trop profondément. Mais l'effet domino ne s'arrête pas à Caleb. Le couloir soi-disant le plus sûr du palais devient un corridor ouvert où chaque caméra peut être détournée, chaque badge peut être copié, chaque protocole peut être réinterprété. Et dans cette reconfiguration discrète, l'assaillant extérieur n'a plus besoin de forcer les portes, il lui suffit de s'appuyer sur le premier maillon corrompu. La conséquence immédiate, presque chirurgicale, est simple. Si le point de rupture se situe dans l'humain, alors toutes les strates mécaniques, toutes les procédures automatiques deviennent accessoires, parfois même inutiles. Au fond, une vérité brutale s'impose. La sécurité n'est jamais plus forte que l'homme qui marche en tête du couloir.
Tout commence par un point d'inflexion presque imperceptible, le moment où Caleb désactive le verrou électronique persuadé que son geste ne laisserait aucune trace exploitable. Ce simple clic ouvre la séquence déclenchement, là où la trahison change de densité et commence à se mesurer non plus en intention, mais en secondes. Ibrahim Traoré, pourtant immobile dans l'ombre, perçoit alors le basculement comme un soldat habitué à lire le silence plus clairement que le bruit. Le piège se referme avant même que l'intrus ne réalise qu'il en est devenu la première victime. Comme un premier déclenchement se manifeste dans la confrontation initiale. Caleb lève l'arme, sûr de sa trajectoire, et découvre que la silhouette endormie n'est qu'un assemblage de coussins. Là, le scénario prévu s'effondre. L'équilibre de la nuit se retourne contre lui. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef d'État surpris, mais comme un commando qui attendait la faille humaine. Le combat est bref, sec, sans spectaculaire, inutile. Une torsion de poignet, une chute, une question. Et le masque s'écroule, le premier cercle est compromis. L'alerte intérieure devient la seule défense viable. Puis vient la haut point culminant, phase où la menace cesse d'être simple et prend la forme d'un mécanisme coordonné. L'appel radio, tombé de l'oreillette de Caleb, révèle une équipe à 2 minutes du point de rupture. Le palais n'est plus un lieu, c'est un entonnoir. Ibrahim Traoré comprend qu'il ne peut ni fuir, ni se barricader, ni chercher un renfort étendu. Tout est trop tard, trop proche, trop imbriqué. La décision est immédiate, transformer l'intrus en élément de désinformation, retourner le message et gagner les précieuses secondes qui décideront de la survie du palais. L'instruction donnée à Caleb n'est pas un pardon, c'est une injection stratégique dans une situation devenue asymétrique. Quand les mercenaires franchissent enfin le seuil, leur assurance signe leur perte. Le corridor qu'ils pensaient neutraliser devient un guet-apens. Moussa surgit des ombres. Ibrahim glisse sous la ligne de tir. 3 corps tombent en moins de 10 secondes. La dynamique change brutalement de nature. L'équipe infiltrée n'avance plus. Elle s'effondre par segments. Le palais, autrefois labyrinthe silencieux, devient un champ de manœuvre contrôlé par 2 hommes qui connaissent chaque recoin. Là-dedans, les répercussions prennent forme au moment où le téléphone du chef de groupe sonne. Le nom affiché, l'architecte, révèle la profondeur du complot. Ce n'est plus une opération externe, c'est un échafaudage politique qui s'étend jusqu'au salon diplomatique. Ibrahim Traoré répond et l'échiquier s'éclaire brutalement. Ce qui se déroule dans les couloirs ne représente qu'un premier acte. L'adversaire n'est pas un fantôme de l'étranger, mais une présence familière située au cœur même de la capitale. L'onde de choc suivante est matérielle. Les portes du palais explosent sous l'impact d'un véhicule blindé, suivi d'une colonne de SUV. Le bruit secoue les fondations. Le siège commence vraiment, les couloirs deviennent des coupes transversales d'un pouvoir attaqué de l'intérieur comme de l'extérieur. La progression des assaillants contraint le trio à se repositionner, non pour fuir, mais pour transformer un ascenseur de service en choke point. Là, chaque centimètre devient déterminant. Et pourtant, au cœur du chaos, une constante persiste. La nuit s'articule selon la capacité d'un homme à lire l'intention avant que l'action ne l'exprime. Cette nuit-là, le système n'a pas protégé Ibrahim Traoré, c'est lui qui a protégé ce qui restait du système. Le contraste initial, baseline, un palais réputé totalement sécurisé, Delta, un réseau infiltré capable de neutraliser 10 minutes de caméra sans déclencher d'alerte, constitue la première preuve chiffrée de l'ampleur de la brèche. Cette différence, apparemment minime, représente en réalité un gouffre opérationnel. Dans une structure où chaque seconde est comptée, 10 minutes suffisent pour retourner une architecture de protection pourtant testée des centaines de fois. Et c'est ce glissement mesurable qui explique pourquoi Ibrahim Traoré a senti que quelque chose clochait avant même l'apparition du premier assaillant. La deuxième donnée notable concerne le délai d'intervention annoncé par l'équipe ennemie, 2 minutes. Dans les normes de sécurité militaire, 2 minutes ne permettent normalement qu'un repositionnement interne, mais jamais une percée dans la zone la plus protégée d'un chef d'État. Pourtant, ce laps de temps réduit a été pensé pour empêcher toute réponse structurée. L'attaque devait fonctionner comme une lame rapide, destinée à frapper avant que les protocoles ne puissent se réactiver. Une analyse froide montre que ce timing est calibré pour neutraliser non la technologie, mais l'humain, celui qui hésite, celui qui doute, celui qui n'a pas encore compris qu'il est déjà dans un piège.
La troisième mesure repose sur le nombre d'assaillants engagés dans la phase de pénétration, entre 6 et 8, selon l'estimation transmise dans l'obscurité. Ce volume est révélateur, trop élevé pour une opération d'assassinat discret, trop faible pour un coup d'État ouvert. On se situe dans une zone hybride où la létalité doit être maximale sans attirer l'attention prématurément. Ce type de configuration est typique des équipes de mercenaires entraînées pour les interventions courtes, là où chaque membre représente une compétence spécialisée: tir, neutralisation, brouillage, extraction. Dans un tel schéma, la résistance interne aurait dû être écrasée en moins de 30 secondes. Or, la réaction de Musa et la préparation silencieuse d'Ibrahim Traoré ont inversé une matrice que les agresseurs croyaient verrouillée. Mais les preuves quantitatives ne se limitent pas aux chiffres bruts, elles s'expriment aussi sous forme de décalage, de ruptures entre ce qui aurait dû se produire et ce qui s'est réellement produit. Par exemple, la neutralisation de 3 mercenaires en moins de 10 secondes constitue un contre-pied spectaculaire à leur propre projection tactique. Un tel ratio, 3 opérateurs entraînés contre 2 défenseurs en infériorité numérique, aurait dû se solder par une progression continue. Au lieu de cela, la chaîne d'attaque s'est brisée à son premier maillon. Cette anomalie renvoie à une réalité souvent sous-estimée, la différence entre entraînement standardisé et expérience du combat réel. Dans l'équation de cette nuit, les mercenaires possédaient la méthode, mais Ibrahim Traoré possédait l'instinct. Une lecture attentive révèle aussi un quatrième élément mesurable, le laps de temps entre l'appel de l'architecte et le déclenchement de l'assaut extérieur quasi immédiat. Cette simultanéité démontre une planification multiniveau où le sommet politique du complot gérait en temps réel l'avancée des groupes tactiques. Cela suggère un niveau d'accès aux infrastructures critiques qui dépasse largement la simple infiltration militaire. Les assaillants n'auraient jamais pu aligner leurs séquences sans disposer d'informations profondes, probablement issues de sources internes haut placées. Enfin, l'ensemble des données montre une constante. Le complot n'avait pas pour objectif d'improviser, il avait pour but d'étouffer la réaction avant qu'elle ne naisse. Si le plan a échoué, c'est parce qu'une variable essentielle, la vigilance d'Ibrahim Traoré, n'avait pas été intégrée dans leur modèle. Pour comprendre la solidité, mais aussi la fragilité de la position adverse, il faut d'abord reconnaître 2 arguments qui, dans un cadre strictement stratégique, tiennent la route. Le premier relève de la logique militaire froide. Une chaîne de commandement saturée par les tensions, dépourvue de visibilité totale sur les menaces extérieures, peut devenir vulnérable à l'idée qu'un changement forcé garantirait la stabilité. Pour ceux qui préparaient l'opération, l'argument était limpide. Remplacer rapidement la tête de l'État par une figure contrôlable permettrait, selon eux, de maintenir l'ordre, d'éviter une guerre ouverte et d'assurer la continuité institutionnelle. Dans cette perspective, ils se voyaient comme des stabilisateurs, non comme des saboteurs. Le second argument, plus sophistiqué encore, concerne l'efficacité présumée du dispositif tactique. Avec des caméras neutralisées durant 10 minutes, une équipe d'assaut calibrée entre 6 et 8 opérateurs et une fenêtre de 2 minutes pour sécuriser la cible. Les conspirateurs estimaient que la probabilité d'échec était extrêmement faible. Dans leur modèle, un chef d'État exténué, isolé au cœur de la nuit, devait logiquement succomber à une manœuvre préparée par des professionnels entraînés à frapper vite, fort et silencieusement. Ils croyaient que la fatigue ferait le reste, mais ces 2 arguments, une fois replacés dans le contexte réel, s'effondrent. D'abord parce que la stabilité qu'ils invoquent n'est qu'un mirage, un changement imposé par la force, surtout via des mercenaires, ne produit pas la paix, il produit un vide, et ce vide attire la fragmentation, la méfiance, les ruptures d'alliances, autant de phénomènes parfaitement mesurables dans l'histoire des coups d'État ratés. Ensuite, l'hypothèse tactique oublie un facteur décisif: la présence d'un homme qui ne raisonne pas comme une variable statistique. Ibrahim Traoré, formé au terrain, connaissait l'odeur d'une embuscade bien avant qu'elle ne se formalise. Le plan adverse n'a pas échoué parce qu'il était imparfait, il a échoué parce qu'il supposait que sa cible réagirait comme un président, alors qu'il a réagi comme un soldat.
tout bascule en silence. Car lorsque les trois hommes se glissent dans le conduit sombre menant au sous-sol, ils pensent simplement fuir la pression croissante du siège. Mais en réalité, ils entrent dans la zone où la vérité se fabrique. Dans cette obscurité épaisse, l'air change, l'odeur d'huile brûlée se mêle à quelque chose de plus subtil, plus aristocratique. Un parfum coûteux qui n'a rien à faire dans une salle technique. Ce détail minuscule mais tranchant devient la clé du renversement. C'est là qu'Ibrahim Traoré comprend que l'ennemi n'a jamais opéré depuis les frontières extérieures. Il avait déjà pris position dans les étages du pouvoir, protégé par des titres, des décorations et une façade de loyauté institutionnelle. C'est cette révélation que l'architecte du chaos est un homme assis dans la lumière d'un bureau, non dans la poussière du front, transforme la dynamique entière de la nuit. Quand la silhouette en costume apparaît, entourée de 4 gardes d'élite, le puzzle cesse d'être brumeux. Les mercenaires ne sont qu'une extension. Le cœur du complot bat ici, au plus près du centre nerveux du pays. Le piège extérieur n'était qu'un rideau. Le vrai combat commence maintenant. Les répercussions de cette nuit ne se mesurent pas seulement dans les couloirs du palais, mais dans 4 sphères distinctes: la nation, les forces de défense, les dynamiques internes du pouvoir et l'environnement régional. Chacune absorbe le choc différemment, chacune révèle ce que signifie réellement une tentative de renversement coordonné. Pour ce qui concerne la nation, la population découvre au petit matin qu'un assaut d'ampleur, mêlant mercenaires étrangers et acteurs internes, a failli renverser l'architecture de l'État. Le simple fait que des hommes aient pu franchir les portes du palais crée une onde de stupeur nationale. Ibrahim Traoré, en exposant publiquement le responsable interne, réduit cependant le risque de panique. Il transforme une incertitude diffuse en vérité visible. La clarté agit comme un stabilisateur. Le pays comprend qu'il n'a pas été trahi par un système entier, mais par une poignée d'ambitieux manipulés. En ce qui touche aux forces de défense, l'impact est immédiat. La hiérarchie militaire est obligée de revaloriser entièrement ses protocoles internes. Le chiffre de 6 à 8 mercenaires infiltrés, soutenus par un commandement parallèle, expose brutalement la faiblesse des chaînes de contrôle. Les commandants de bataillon réalisent que la menace intérieure n'est plus hypothétique, elle s'est matérialisée dans les zones les plus sacrées du pouvoir. Cependant, la réaction d'Ibrahim Traoré, rapide, chirurgicale, implacable, devient une démonstration de référence. Elle montre qu'un noyau fidèle peut inverser le rapport de force même face à un dispositif extérieur bien financé. S'agissant des dynamiques internes du pouvoir, la chute du cerveau du complot crée un vide politique inévitable. Des responsables administratifs, longtemps considérés comme loyaux, se retrouvent interrogés sur leurs liens, leurs communications, leurs engagements diplomatiques récents. La scène où Ibrahim Traoré traîne le général traître sur les marches du palais brise le mythe d'une autorité double. Le pays voit en direct que l'État n'est pas fracturé. Il est purgé. Cela produit un effet paradoxal. La tentative de coup d'État, au lieu d'affaiblir la présidence, la renforce en consolidant son noyau légitime. Quant à l'environnement régional, le Sahel observe. Les pays voisins comprennent que si un réseau a tenté de renverser un chef d'État dans son propre palais, alors aucune capitale n'est à l'abri des stratégies hybrides combinant infiltration interne et pression armée externe. Certains États réévaluent leurs alliances, d'autres analysent la présence possible d'acteurs transnationaux derrière l'opération. Ce qui semblait une bataille nocturne devient une donnée géopolitique. Au final, la conséquence la plus visible est aussi la plus simple. Le coup d'État a échoué, mais il a redéfini les priorités de sécurité, de commandement et de loyauté. La nuit n'a pas seulement renforcé le rôle d'Ibrahim Traoré, elle a rappelé à toute une région que la menace la plus percutante naît souvent des ombres familières. À partir de cette nuit de rupture, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elle ne repose ni sur la spéculation, ni sur l'imaginaire dramatique, mais sur les dynamiques structurelles révélées par l'attaque: infiltration interne, pression extérieure, recomposition militaire et impact psychologique sur les institutions. Dans une première possibilité, stabilisation ferme et surveillance accrue. Dans cette configuration, l'appareil d'État se referme pour se solidifier. Les purges internes ciblent les maillons vulnérables, officiers intermédiaires, unités exposées aux influences extérieures, segments administratifs où le complot a pu s'ancrer. Les nouveaux protocoles de sécurité redéfinissent les accès, la rotation des équipes et instaurent des audits permanents.
Le pays entre alors dans une phase de vigilance structurée où chaque tentative de déstabilisation est anticipée et découpée avant de s'étendre. Le système politique n'avance pas vite, mais il avance droit, sous contrôle maîtrisé, dans une perspective plus favorable, consolidation stratégique et recentrage institutionnel. Ici, l'échec du coup d'État sert de catalyseur, les forces armées resserrent leurs rangs, la population renforce son soutien aux autorités légitimes, et les partenaires régionaux adoptent une position plus claire face aux tentatives d'ingérence. La révélation du cerveau interne du complot agit comme un électrochoc. Les zones d'ambiguïté politique disparaissent, les hésitations se réduisent. Le gouvernement peut alors engager des réformes structurelles, notamment dans la sécurité du territoire, l'autonomie décisionnelle et la réparation de la chaîne de commandement. La trajectoire devient ascendante, le choc initial nourrirait une phase de reconstruction cohérente. Dans une hypothèse plus sombre, résurgence des réseaux clandestins. Dans ce cas, la tentative de coup d'État n'était qu'un test. D'autres acteurs, peut-être plus discrets ou mieux financés, réactivent des relais internes, exploitent le climat d'incertitude et cherchent à capitaliser sur l'instabilité générée. Les mercenaires ne reviennent pas nécessairement, mais leurs commanditaires adaptent leur stratégie en opérant par segments. Corruption ciblée, propagande souterraine, attaques ponctuelles destinées à éroder la confiance des institutions. Le pays se retrouve alors dans une phase oscillante où la vigilance doit être constante pour éviter qu'une seconde tentative ne prenne racine. Quel que soit le scénario, une règle demeure, l'État ne pourra avancer qu'en clarifiant ses lignes de loyauté et en mesurant chaque point de rupture possible. Cette nuit de chaos ne reste pas confinée au couloir du palais. Elle touche directement 3 cercles de spectateurs, chacun affecté à sa manière par la violence silencieuse d'une trahison venue de l'intérieur. Pour ceux qui vivent dans l'incertitude quotidienne, pour les citoyens ordinaires, l'idée qu'un assaut puisse se produire au cœur même du siège de l'État change leur perception de la sécurité. Ce n'est plus une notion abstraite, mais une frontière fragile qui peut se déplacer en quelques minutes. Cette prise de conscience, brutale mais lucide, rappelle que la stabilité est un effort collectif, non un état naturel. Pour ceux qui travaillent dans les structures publiques et militaires, la nuit devient une leçon de méthode. Elle montre que les réflexes individuels, attention, discipline, cohérence, comptent parfois davantage que les protocoles eux-mêmes. Chacun, du simple agent au responsable de mission, se retrouve confronté à une question intime. Serais-je capable de reconnaître le signe d'un basculement avant qu'il ne soit trop tard ? Cette interrogation n'est pas un reproche, c'est un miroir pour ceux qui observent de loin, au-delà des frontières, pour les diasporas, les analystes régionaux, les partenaires extérieurs. L'événement offre une clé de lecture sur la nature réelle des menaces modernes. Elles ne viennent pas seulement des lignes de front, mais des zones d'influence, des alliances ambiguës, des promesses faites dans l'ombre. Ce type de nuit rappelle que les institutions ne sont fortes que lorsque leurs intentions sont claires et leurs fondations solides. Au final, cette histoire touche chacun différemment, mais elle renvoie partout la même idée. La résilience n'est pas un slogan, c'est une posture que l'on choisit ou que l'on abandonne. Pour qu'une nuit comme celle-ci ne devienne plus jamais possible, une feuille de route précise, mesurable et immédiatement opérationnelle doit être établie. Elle ne repose ni sur la rhétorique, ni sur les déclarations symboliques. Elle a sur 5 leviers concrets que les institutions peuvent activer dès maintenant, chacun défini par un acteur, un délai et un indicateur de succès. Il s'agit d'abord de recomposer la chaîne de sécurité interne sous la coordination directe d'Ibrahim Traoré. Une révision complète des affectations sensibles doit être menée. Les rotations devront être anonymisées, les accès hiérarchisés, les postes critiques doublés. Le succès se mesurera par l'absence de fuite structurelle dans les audits trimestriels. Il convient ensuite d'établir une unité de contre-ingérence centrée sur l'humain, les dispositifs techniques n'ayant pas suffi. Une cellule spécialisée doit analyser comportement, relations, dettes et vulnérabilité interne. Objectif, détecter un glissement bien avant qu'il ne se transforme
transforme en brèche. Indicateur de temps moyen entre signal faible et intervention. Il faut également systématiser les scénarios de stress institutionnel. Chaque ministère, chaque commandement doit être soumis à des simulations régulières. Neutralisation des communications, infiltration partielle, tentative d'isolement du leadership. Une structure résiste parce qu'elle s'y prépare. Mesure, nombre de procédures redondantes validées. Il est nécessaire de simplifier les chaînes décisionnelles en situation de crise. Une architecture trop large ralentit la réaction. Le pays doit fonctionner en cas d'urgence sur un protocole à 3 niveaux: information, action, consolidation. Indicateur, délai entre détection et première décision exécutive. Enfin, il importe de construire un réseau réduit mais sûr de relais de confiance. Sans un cercle loyal, aucune forteresse n'est invincible. Ibrahim Traoré devra désigner moins d'hommes, mais des hommes plus fiables, évalués dans la durée. Réussite, continuité opérationnelle sans rupture interne. Ensemble, ces étapes constituent non seulement une défense, mais une doctrine. Dans la lumière pâle de l'aube, lorsque les échos de la bataille se dissipent enfin, une image demeure, celle de Moussa sortant du sous-sol, silhouette massive encore marquée par la vapeur brûlante, avançant aux côtés d'Ibrahim Traoré comme un pilier qu'aucune nuit ne peut renverser. Ce duo, le chef et le soldat, cristallise l'essence de ce qui a tenu face au chaos, non pas les murs du palais, mais la fidélité éprouvée dans l'adversité. Et derrière eux, presque en retrait, marche Caleb, ce même homme qui avait vacillé au bord de l'irréparable. Sa présence rappelle que la loyauté n'est jamais une ligne droite, elle est faite de fractures, de réparations, de choix difficiles. Que quelqu'un comme lui puisse encore porter son badge représente à sa manière une victoire discrète sur la fatalité. Ibrahim Traoré, observant la cour silencieuse, sait que la menace reviendra sous d'autres formes, avec d'autres visages, mais il sait aussi que certaines batailles se gagnent non par la force, mais par la clarté, celle qui expose les traîtres, qui rassemble les hommes debout, qui rend à un pays l'image de ce qu'il refuse de devenir, parce qu'au bout du compte, la lumière ne triomphe pas par éclat, elle triomphe par persistance. Si cette nuit vous a semblé irréelle, c'est peut-être parce qu'elle révèle quelque chose de plus vaste que l'affrontement d'un palais assiégé. Elle montre comment une nation se redéfinit lorsque ses fondations sont mises à l'épreuve. Chaque détail, chaque geste, chaque respiration dans l'ombre raconte une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La sécurité d'un pays ne dépend pas seulement de ses murs, mais de ceux qui choisissent d'y rester fidèles. Et maintenant, la question vous revient. Que retenez-vous de cette histoire? La fragilité du pouvoir, la force de ceux qui refusent de céder, ou le fait que parfois une seule nuit suffit pour révéler ce que personne n'osait regarder en face? Si vous souhaitez d'autres analyses, d'autres récits ou d'autres plongées au cœur de moments décisifs, vous pouvez revenir, commenter ou partager votre point de vue. La conversation ne s'arrête pas ici, elle se prolonge avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre ce qui se joue derrière les rideaux du visible.